Bonsoir, Monsieur Swabo. Bonsoir, Mademoiselle Sané. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce 31e webinaire qui va porter sur un sujet très intéressant et utile qui est l'archivisme. Donc, sans plus tarder, nous avons déjà perdu 10 minutes. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Mademoiselle Sané si elle est prête. Mademoiselle Sané, vous pouvez ouvrir le micro et parler, s'il vous plaît. Bonsoir à tous et bienvenue à notre 31e webinaire sur les fondamentaux de l'archivage, le rôle des acteurs. Comme le disait Jacques Chaumier, l'archiviste est le garant de la mémoire collective. Sans lui, le passé s'efface et l'avenir se construit sans repère. Je suis Sani Nafisa, archiviste au cabinet Fidali. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour explorer ce sujet essentiel qui touche à la gestion de l'information et à la préservation de notre patrimoine. Nous avons l'honneur d'accueillir M. Swabou Daouda, directeur des archives et de la documentation au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Son expertise en gestion de l'information documentaire en fait un intervenant de choix pour nous éclairer sur le rôle des différents acteurs dans la gestion des archives. Sans plus tarder, je vous invite à accueillir M. Swabou Daouda, qui va nous partager ses connaissances et son expertise sur ce sujet passionnant. Nous allons vous demander au micro pour le bon déroulement du webinaire. Monsieur Swabou Daouda. Oui, je vous écoute. Si vous êtes prêt, vous avez la parole. Ok, bonsoir à tous. Et je suis effectivement Swabou Daouda, le directeur des archives de la documentation au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Bon, c'est un grand plaisir pour moi de partager ce sujet-là avec vous. Mais avant, je vais tout d'abord remercier les premiers responsables de Fidali et qui ont quand même autorisé cette rencontre. Mais je m'en voudrais de ne pas remercier Mademoiselle Sané, elle qui a été le lien entre nous pour que, en tout cas, on puisse se partager ces petites connaissances-là. Alors donc, je suis un passionné des archives, elle le sait. Donc, quand elle m'a contacté, j'ai tout de suite proposé qu'on s'entretienne donc sur les fondamentaux donc, de l'archivage, avec donc un sous-point, le rôle des acteurs. Alors, donc, je vais dérouler ma communication autour de 3 petits points. Bon, on s'excuse, n'étant pas des professionnels de ça, il va sans dire qu'on va avoir de petites difficultés pour pouvoir partager l'écran. J'espère que vous m'entendez. On vous entend bien. Bon, je vais faire appel à notre informaticien qui est à côté, il va venir m'aider à déployer ça. Je m'excuse pour 1 minute. On voit très bien votre écran. Voilà, vous voyez maintenant? Oui, oui. C'est bon? Oui, oui, c'est parfait. Ok, merci bien. Bon, on s'excuse pour ces désagréments. Alors, donc, comme vous le voyez, c'est autour des fondamentaux de l'archivage avec le rôle des différents acteurs que nous allons quand même nous entretenir. Et comme je l'ai dit, la communication sera en 3 petits points. Le premier point, on va faire les généralités sur les archives. Vous m'entendez toujours, hein? Oui, on vous entend. Oh, OK. Donc, le deuxième point sera donc sur l'environnement juridique et institutionnel des archives. Et en troisième point, et un point très intéressant,
et qui va concerner donc la communication numéro 3, c'est-à-dire que le rôle des acteurs. Alors, au niveau de la communication numéro 1, c'est-à-dire les généralités sur les archives, alors pour que nous nous entendions sur un certain nombre de concepts, et nous allons définir de façon claire les archives. Alors, cette définition-là va s'adosser donc à la loi Giraud 47 de 2019, alors précisément du 22 octobre 2019 à son article 3. Alors, donc, il est important qu'on s'adosse à cette loi-là pour qu'on ne dise pas que nous l'avons inventée. Alors, c'est une loi nationale et elle nous met tous d'accord. Alors, la loi dit quoi? La loi dit que les archives sont l'ensemble des documents, quelle que soit leur date, leur forme, leur support, leur nature et leur lieu de conservation, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. Alors, si vous prenez la loi 047-2019, vous allez retrouver ça au niveau de l'article 33, article 3. Alors, qu'est-ce que la loi dit de façon claire? Quand vous regardez, la loi dit que quand on parle d'archives, on parle des documents de toute date. Il n'y a pas de date en tant que telle. Que le document date de 1980, de 2001, du XXe siècle, de l'ère moyenâgeuse, c'est un document d'archives. On ne parle pas de date au niveau des archives. Alors, quand on parle de documents aussi, d'archives, on ne parle pas de forme. La forme peut être écrite, c'est-à-dire qu'un document écrit à la main, ça peut être saisi à la machine, à l'ordinateur, ça peut être dactylographié et par une machine, les anciennes machines que vous connaissez là. Alors, quand on parle de documents aussi, on ne prend pas en compte aussi le support. Ça peut être toutes sortes de supports. Le support peut être le papier, il peut être du bois, il peut être un tissu. Alors, quand vous vous rappelez, les anciens ont utilisé des supports rigides à l'époque, c'est-à-dire que la pierre et les omoplates d'animaux, l'argile, ils ont utilisé ça dans le temps pour pouvoir donc s'exprimer au regard des activités qu'ils menaient. Donc, quand on parle d'archives, il ne faut pas parler tout de suite de date, il ne faut pas parler tout de suite de forme, il ne faut pas parler tout de suite de support. Ce qui nous intrigue un peu, lorsqu'on parle des archives, les gens voient tout de suite les vieux papiers, les vieilles choses, les vieilles cassettes. Et si même les gens parlent de cassettes, c'est qu'ils ont compris. On voit tout de suite des documents poussiéreux qui sont dans un magasin plein de toiles d'araignée, et c'est ce qu'on dit que c'est des archives. Non, la loi nous dit que les archives, dès que le document est produit, c'est un document d'archive. Le DG, par exemple, de Filali, lorsqu'il signe un document tout de suite, c'est un document d'archive. Vous partez prendre une loi de 1960, une loi burkinabé de 1960, c'est un document d'archive. Alors donc, si on s'entend sur ça, on peut maintenant aller voir quelle est donc, en tout cas, la catégorisation qu'on peut faire au niveau des archives. C'est vrai qu'on a parlé, on a dit qu'il n'y a pas de date, mais pour pouvoir bien gérer les archivistes sont entendus pour catégoriser les documents qu'ils reçoivent ou qu'ils produisent dans leur activité. Et c'est Yves Perrotin, en 1961, qui a développé une théorie qui est née avant lui, vers les années 1950, par les Américains. Si vous vous rappelez, le président Hoover, qui est un président des États-Unis, il s'est rendu compte qu'il y avait trop d'inflation documentaire dans les bureaux et il a mis une commission en place pour pouvoir réfléchir sur la façon dont les archives, les documents seront gérés. Et ce professeur-là, son nom c'est Salamberg, moi je n'arrive pas à bien prononcer, qui a réfléchi à l'époque, vers les années 1950, et a inventé ce qu'on appelle la théorie des 3 âges des archives. Mais nous considérons actuellement que c'est Yves Perrotin, c'est lui qui l'a développé, et en tout cas davantage. Et c'est pourquoi, et je l'ai mis en parenthèse ici, lui il l'a fait en 1961. Alors lui il dit que les archives là ont 3 âges dans leur vie. Il y a d'abord les archives courantes, les archives vivantes
pour encore les archives du premier âge. Ça veut dire que ce sont des documents qui sont courants dans l'administration. Et on travaille quotidiennement avec ça. Et un courrier arrive, on les traite, on envoie ça dans un autre bureau, et ce bureau-là le traite et l'envoie. Donc, le document est au courant. Et il estime que ce document-là reste courant, il reste vivace, il reste vivant au moins pendant 5 ans dans le bureau. Alors, pendant 5 ans, le dossier est courant, mais après 5 ans, et ceux qui ont inventé donc la théorie, ils disent qu'après 5 ans, ces dossiers-là tombent dans ce qu'on appelle les archives intermédiaires ou archives semi-vivantes ou archives de second âge. Alors, ce sont des documents dont on n'a pas besoin régulièrement, mais dont on ne s'en sépare pas. On les laisse à côté, on crée un bureau quelque part, un service quelque part, on les met dedans, pour que, au moment où on aura besoin de ça, pour faire avancer un autre document, on s'en réfère, on le prend et on vient traiter un autre dossier. Donc, c'est cette phase-là qui est là, et dans les ministères que les archivistes gèrent. Ils ne s'ingèrent pas trop dans les archives courantes de peur de mélanger le travail des gens. Mais ces archives intermédiaires, ils vont les traiter, ils vont les conserver. Et pour que si l'administration a besoin de ça, le ministre a besoin de ça, le DG a besoin de ça, la secrétaire ou même un agent de bureau a besoin de ça, on puisse lui donner pour pouvoir gérer une affaire courante. Alors, une fois que cette phase intermédiaire a fini, les archives tombent dans ce qu'on appelle les archives historiques. Ce sont des documents qui sont vraiment des documents historiques, de valeur hautement historique qu'on va garder pour la mémoire de la nation. On va les garder définitivement, voilà pourquoi on parle des archives définitives. Et les archives nationales du Burkina Faso sont là, ça y a pour nous. Leur rôle, ou bien son rôle, c'est de conserver donc ces archives historiques-là, qui vont servir donc de mémoire pour la nation. Quand vous arrivez dans un pays, quel que soit sa taille, quel que soit modeste soit-il, et il a un centre national d'archives ou bien il a les archives nationales. Parce que c'est la mémoire même qui est conservée là-bas. Et pour gérer un certain nombre de choses hautement historiques, hautement scientifiques, on va se référer à cette affaire. Donc c'est pourquoi on a énuméré ça, on a nommé ça la théorie des archives qui se répartissent en archives courantes, en archives intermédiaires et en archives historiques. Alors, nous avons vu donc ce que c'est que les archives, nous avons vu la catégorisation qu'on peut faire au niveau des archives, mais quelle est leur importance alors? Nous travaillons avec les archives tous les jours. Vous m'entendez toujours, hein? Vous me suivez? Oui, on vous suit. Monsieur. Ok, merci. Okay. Alors donc, l'importance des archives se situe à quel niveau? Alors vous, autant que vous êtes tout le monde, moi, vous, et avant par exemple que moi je n'apprenne les archives, je n'étudie les archives, peut-être que je pense comme tout le monde que les archives, non, ça n'a pas d'importance. Mais en réalité, c'est la vie des gens, la vie des hommes et des femmes se trouve dans les archives. Notre vie est là-bas. Votre pièce d'identité, votre extrait de naissance, votre diplôme, c'est ça qui constitue votre vie. Alors donc, vous voyez comment c'est important de prendre soin de ça. Mais quand on parle d'archives, les gens voient seulement les archives dans l'administration publique, mais les dossiers que nous avons chez nous-mêmes à la maison, ce sont nos archives et donc il faut en prendre soin. C'est pourquoi nous disons que la tenue des archives, c'est-à-dire les courriers que nous avons, c'est les exemples, les comptes rendus, les factures, les PV d'Assemblée générale, les rapports, les comptes rendus et bien d'autres documents administratifs et techniques. Ces documents-là répondent, la tenue de ces documents-là répond en premier lieu à une nécessité d'efficacité administrative ou entrepreneuriale. C'est pour être efficace que nous avons les archives. Nous commençons nos services avec les archives, nous exerçons nos activités avec les archives, nous bouclons nos activités avec les archives. Si le DG, par exemple, de Fidali, il doit convoquer une réunion, il va faire une lettre, c'est des documents d'archives, ou bien il va envoyer un message,
c'est un document d'archive. Et quand la réunion va se tenir, il y aura le PowerPoint, il y aura le document qu'il va projeter. C'est le document d'archive. En fin de compte, en fin de la réunion, il faut avoir un rapport ou bien un PV qu'il faut dresser. Ce sont des archives. Donc, c'est pour faire fonctionner l'administration de façon efficace que nous produisons les archives. Alors, donc, les archives donc, deviennent en ce moment le nerf de l'entreprise, du service de l'organisme dans lequel nous travaillons. Ils sont produits ou reçus dans le cadre de l'exécution des missions assignées à l'entreprise. C'est parce que nous travaillons dans l'entreprise que nous produisons. C'est pourquoi nous avons lié donc la production des archives à l'exercice que nous menons. Un fou qui s'arrête au fait, par exemple, et qui écrit, qui griffonne dans un papier, il ne produit pas d'archives, puisqu'il le fait dans quelle activité organisée. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que ça, c'est des archives. Mais nous disons que c'est des archives. Lorsque nous sommes dans l'administration, nous travaillons avec les archives, nous produisons les archives. Tout ce qui sort de là, c'est ce que nous disons que ce sont des archives. Alors, ces documents-là vont servir d'abord et avant tout au fonctionnement quotidien de l'entreprise, avant d'être des documents de preuve ou des documents de mémoire. Avant tout, c'est ça. C'est pour pouvoir fonctionner l'administration. Une fois que c'est fait, ça devient des documents de preuve, puis ça devient donc la mémoire pour l'administration en tant que telle. C'est pourquoi, comme c'est très important, et nous allons insister là-dessus, lorsque les archives sont bien gérées, qu'elles soient à la maison, qu'elles soient dans l'entreprise, qu'elles soient dans l'administration, qu'elles soient n'importe où, dans une boutique, lorsqu'elles sont bien gérées, elles vont faciliter les prises de décision dans l'entreprise. Lorsqu'elles sont bien gérées, elles vont renforcer l'efficacité de l'entreprise. En même temps, les archives bien gérées garantissent les obligations et les droits légaux. Elles vont aussi favoriser la traçabilité des actes et la transparence dans l'administration. Et les archives bien gérées, évidemment, vont améliorer les méthodes de travail. Elles vont servir donc de mémoire pour l'entreprise. Par exemple, le cas de Fidali ici, les archives que vous produisez, que vous recevez, c'est la mémoire de l'entreprise qui va permettre donc à l'entreprise de s'y référer en cas de besoin. Ça va permettre aux étudiants de venir là-bas pour guiner un peu. Ça va permettre donc aux chercheurs de venir faire des recherches au niveau de l'entreprise pour pouvoir, en tout cas, avancer dans leurs travaux. Alors, nous continuons pour dire que lorsque les archives sont bien gérées, elles vont aussi favoriser les enseignements historiques et scientifiques. Si vous allez aux archives nationales aujourd'hui, dans leur salle de lecture, vous allez voir des professeurs, des étudiants. Qu'est-ce qu'ils font? C'est des documents, ils sont en train de lire. Les historiens sont là, les médecins sont là, les archéologues sont là, les juristes sont là pour pouvoir fouiller, pour trouver quelque chose qui va donc appuyer ce qu'ils disent et de façon scientifique. Parce que vous le savez aujourd'hui, lorsque vous faites la recherche documentaire, tant qu'il n'y a pas de preuves palpables, de références claires, et votre document n'est pas valable. Parce que vous ne l'avez pas inventé. Vous n'inventez rien, tout est là. Alors, les archives bien gérées facilitent aussi la recherche documentaire. Vous avez une archiviste à votre niveau. Si vous voulez effectivement que vos archives, là, vous les retrouvez facilement, elle a fait des études pour ça, elle a la méthode, elle a la technique, elle va pouvoir gérer ces archives-là pour vous. C'est pourquoi nous disons que toute entreprise, quelle que soit sa taille, si elle veut avancer puis atteindre effectivement des résultats, elle doit penser tout de suite à la gestion de ses archives. Et lorsqu'elle pense à la gestion des archives, il faut penser donc au gestionnaire, mais à la gestionnaire de ces archives. Et donc, le recrutement des archivistes est très important. Et les preuves sont là. Beaucoup d'entreprises en Amérique, aux États-Unis, en France, en Europe, je veux dire, aux États-Unis, et mettent la clé sous le paillasson parce qu'elles n'ont pas accès à un certain nombre d'informations qu'elles n'ont pas pu avoir à temps. Ils sont obligés de fermer parce que les concurrents sont là, ça guette partout. Et faute d'accès à l'information qu'elles-mêmes ont produit à leur niveau, elles ont égaré et l'entreprise est obligée de fermer. Alors, lorsque les archives sont bien gérées aussi, elles vont désengorger les bureaux et les aires de rangement. Ça, ce n'est pas le premier souci des archivistes, mais ça aide aussi quand même. Et je me rappelle une fois, appelé
de venir faire une publication sur les archives. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à parler, ils ont commencé à rire. Et ils m'ont dit, ils s'attendaient à ce que je dise que non, je vais venir ramasser les archives. Je dis, non, notre rôle, c'est pas ça. C'est les responsables qui doivent dégager les bureaux. C'est pas le rôle des archivistes. Ils doivent trouver les bureaux pour les agents. C'est pas le rôle des archivistes. Mais en traitant les archives, lorsqu'on traite les archives, et puisqu'on doit éliminer, on va arranger, on va classer, on fait en même temps de la place et pour autre chose. Alors, lorsque les archives sont bien gérées, ils vont favoriser un gain de temps et d'espace. Voilà, comme je l'ai dit, et vous allez avoir accès facilement à l'information. Vous allez avoir de l'espace pour gérer autre chose et parce que les dossiers sont bien tenus. Alors, lorsque les archives sont bien gérées aussi, elles vont éviter les poursuites judiciaires. Vous avez 50 milliards à gérer. Alors, on demande à la fin que vous ayez les reçus, les justificatifs. Donc, vous avez payé une voiture, vous avez payé un terrain pour l'entreprise, vous allez pouvoir justifier après, de façon claire. Si vous n'arrivez pas à les justifier avec les documents, il va sans dire que vous allez avoir des problèmes avec la justice. C'est pourquoi on dit les archives bien gérées. Voilà, quand les contrôleurs, par exemple, financiers arrivent, la CE, quand ils viennent, c'est les documents, ils regardent. L'argent n'est plus là, l'argent a été dépensé, ça a été payé. Bon, on va regarder, est-ce que l'argent a été dépensé normalement ou sont les pièces qui justifient ça. Si vous avez ça, il n'y a aucun problème. Donc, le rôle des archives, c'est ça aussi, permet donc aux gens de montrer carte blanche, de ne pas avoir de problèmes avec la justice. Alors, pour terminer cette partie, les archives bien gérées aussi vont permettre d'être en accord avec la loi et les règlements par le respect des délais de conservation. Vous savez, par exemple, un exemple que je donne, quand l'administration des impôts vient chez vous, demande un certain nombre de documents, et je ne m'y connais pas trop, mais les livres journal, et comment vous tenez vos comptes. Alors, il y a un règlement même de l'UEMOA qui dit que non, il faut en tout cas tenir un certain nombre de comptes. Lorsque vous n'avez pas ces archives-là, alors il va sans dire que vous serez verbalisé, donc amendé par l'administration des impôts. Et la loi 047 sur les archives l'a dit à son article 6 que la conservation des archives est une obligation. Voilà, c'est une obligation parce que vous devez pouvoir montrer carte blanche lorsqu'on vous montre et on vous demande de présenter les pièces justificatives par rapport à une situation donnée. Vous avez un véhicule pour montrer que vous avez le permis. Si la police vous arrête, vous devez pouvoir présenter. Vous avez payé la taxe le véhicule. Alors, pour la preuve, c'est quoi? C'est les archives pour pouvoir montrer. Donc, être en accord avec les lois. Alors, dans cette partie qui concerne donc l'importance des archives a été, en tout cas, développée, en tout cas, de façon un peu détaillée. Mais l'importance des archives, ça va se retrouver encore dans cette partie, mais qu'on va regrouper en 3 grandes fonctions. Ce qu'on appelle la fonction de gestion, ça te dit. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque les archives sont bien gérées, alors, on remplit une fonction principale. La fonction de gestion, on produit les archives pour le fonctionnement de l'administration. Il y a la fonction probatoire. Les archives sont là pour prouver ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait. Il y a aussi la fonction de mémorisation, c'est-à-dire la fonction mémorielle. Les archives sont là pour constituer dans la mémoire et des administrations, la mémoire des individus, des villages, des nations, etc., etc. Alors donc, lorsque ces fonctions-là sont remplies, elles aboutissent à ce qu'on appelle des avantages. On l'a déjà dit un peu en d'autres termes. Ça va donner des avantages économiques. Un exemple, si deux entreprises doivent poursuivre un marché, alors on dit, bon, la clôture des dossiers, le dépôt des dossiers, c'est demain. L'entreprise qui a ses dossiers au complet, alors elle va déposer. Si le marché fait 2 milliards, c'est elle qui va prendre. Celle qui n'a pas ses archives, ses documents réclamés là, complets, elle va perdre le marché. Donc, économiquement, les archives permettent de gagner. Alors, donc, il y a aussi que, quand vous suivez l'actualité nationale, il y a un certain nombre de choses qu'on a impulsées, qu'on a, en tout cas, mis au bout du jour, de façon claire à travers les archives, sur le plan économique, bien sûr. Si vous suivez l'actualité, vous allez voir ça. Ce sont les archives qui font ça. Alors, il y a aussi
des avantages d'ordre administratif. C'est ce que nous avons dit un peu plus haut. Ça nous permet donc d'avoir de la matière sous la main pour gérer nos administrations, pour travailler. Parce que l'administration ne se fait pas. Bien, on parle, puis on va sur des preuves. Même ce que vous dites, vous allez écrire sur papier, vous allez enregistrer, vous allez filmer, vous allez photographier pour pouvoir conserver. Donc, ces avantages administratifs sont là. Il y a aussi les avantages d'ordre patrimonial. C'est-à-dire, les archives, c'est un patrimoine. Ça peut être patrimoine de la famille, ça peut être patrimoine de la nation, ça peut être patrimoine de l'administration. Les gens vendent les archives très chères. Si vous donnent par exemple la grille de la vente donc, des archives audiovisuelles, et vous allez dire ah, que c'est comme ça, non? Vous voyez? Voilà, donc, il y a un certain nombre de documents, par exemple, pour le cas de Burkina Faso, parce qu'on en a besoin, on est obligé de se référer à d'autres structures pour les avoir, et on ne peut pas les avoir comme ça, il faut les acheter. Alors, donc, ceci nous amène donc, comme nos sociétés sont réparties en deux pôles privé, pôle public, soit c'est le privé, soit c'est le public, nous allons donc mettre une différence nette entre ce qu'on appelle les archives publiques et les archives privées. Alors, on se réfère toujours à la loi pour dire que alors, les archives publiques sont l'ensemble des documents produits ou reçus dans le cadre de l'exercice de leur activité par l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les entreprises publiques et les sociétés d'État, les organismes publics chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public, les officiers publics ministériels. Tout ceci-là, lorsque alors que ce soit des entités ou bien des personnes, lorsque ils ou elles produisent ou reçoivent des archives, ça devient des archives publiques. Les collectivités territoriales, par exemple, les agents publics, les entreprises publiques. Alors, les officiers publics ministériels, les avocats, les commissaires judiciaires, les huissiers, tout ça là, puisque c'est un mandat de la justice, à travers le mandat de la justice qui travaille dans les documents, qu'est-ce que les gens là produisent, ça devient des documents publics. Alors, mais la loi dit aussi que les documents sont publics lorsque même si c'est des archives privées qui sont donnés à ces structures-là, qui sont léguées à ces structures, ou bien que ces structures-là les ont achetées, une fois que ça rentre dans le cadre public, ça devient des archives publiques. Par exemple, Sané a des archives publiques et ces archives privées, elle me les vend. Elle vend ça au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Je les mets dans le compte du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ça devient des archives publiques. Ou bien, elle me les lève. On a eu récemment le cas d'un de nos DG, ses archives personnelles, et il nous avait reversé, nous a transféré, et nous avons traité, nous avons posé, et ça devient donc des archives publiques. Alors, maintenant, au niveau de la loi, et les archives privées, c'est quoi? C'est l'ensemble des documents produits ou reçus dans le cadre de l'exercice de leur activité par les personnes physiques ou morales de droit privé. C'est l'article 3 au niveau de tiré 8 qui le dit. Donc, au nombre de ces archives, les archives personnelles, les archives des sociétés et établissements privés, les archives des syndicats, etc., sont des archives privées. Donc, à titre d'exemple, les archives des entreprises publiques sont des archives publiques. Les archives des entreprises privées sont des archives privées. Donc, quand je prends une société privée, une banque, une clinique, et le bureau des syndicats, une boutique, etc., tout ce qui mène des activités privées, des archives sortis de là sont des archives privées. Mais tous ceux qui sont dans le cadre public, les collectivités territoriales, l'administration, ainsi de suite, lorsque les agents produisent des archives dans ce sens-là, ça devient des archives publiques. Mais souvent, je dis aux gens, il arrive quelquefois que la frontière entre archives publiques et archives publiques reste très mince. Parce que lorsque les archives publiques quittent le domaine public pour aller chez une personne privée, elles deviennent des archives privées. Et lorsque un étudiant, par exemple, dépose une demande d'emploi dans une administration publique, ces archives qui rentrent dans le cadre de l'administration publique deviennent des archives publiques. Vous voyez donc que c'est un peu compliqué. Les archives publiques deviennent des archives privées lorsqu'elles vont dans le cadre du privé.
les archives privées viennent pour être des archives publiques lorsqu'elles restent dans le cadre des archives publiques. Alors, donc, et voilà donc en résumé ce que nous avons pu dire donc, sur, en tout cas, les archives. Nous les avons définies, nous avons donné leur importance et nous avons dit aussi qu'il faudra en prendre soin parce que c'est ça qui détermine en quelque sorte notre vie. Et lorsque nous les prenons, nous les gardons bien, prenons soin des archives, ça nous donne évidemment des avantages certains. Alors, donc, si vous me permettez, très rapidement, je vais au niveau de la communication numéro 2. Alors, pour dire qu'il s'agit ici de jeter un petit coup d'œil sur l'environnement juridique et institutionnel qui entoure les archives. Vous savez, et tous les ordres, hein, tous les métiers sont entourés par des textes, des lois, et qui sont dirigés donc par des institutions. Voilà, des institutions mères qui les donnent des directives et qui les coiffent. C'est pourquoi cette communication numéro 2 là va rappeler en quelques minutes, ça ne va pas prendre du temps du tout, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Je vais donner la liste d'un certain nombre de textes qui régissent donc la gestion des archives au Burkina Faso ici. Nous allons donc donner un certain nombre de textes qui régissent donc le fonctionnement des archives au Burkina Faso. Et c'est parce que le temps est un peu limité que nous ne sommes pas montés un peu plus haut pour revisiter les textes sous-régionaux, les textes africains et les textes internationaux. Sinon, on allait le faire. Donc, on s'est contenté des textes qui sont produits donc, au niveau du Burkina Faso et qui régissent en tout cas la question des archives. Il y a la loi fondamentale qui est là, la loi 0047 2019, que j'ai abondamment citée. Cette loi est la deuxième. Il y a une première loi en 1998, notamment la loi 061, et qui a donc, en tout cas, balisé un peu le terrain pour la gestion des archives. À un moment donné, on s'est rendu compte que ce texte-là, cette loi-là ne prenait pas en compte un certain nombre d'aspects, notamment les TIC qui sont là actuellement, qui sont une donne inévitable qu'il faut prendre en charge, et les archives militaires, les archives des affaires étrangères. Donc, tout ça, la prestation des serments n'était pas dans l'ancienne loi. Et cette loi, la nouvelle loi, a pris tout ça là en compte. Alors, la nouvelle loi, la loi 047, est suivie de 3 décrets. 3 décrets très importants, et dont le 503, qui dit comment est-ce qu'on va gérer les archives publiques et les archives privées au Burkina Faso. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'affaire des publics. Non, la loi a précisé. Les archives publiques, là, il y a une façon de gérer. Il y a les archives privées aussi. Bien que ce n'est pas pour l'État, la loi a légiféré là-dessus pour dire, voilà la façon dont on doit pouvoir gérer les archives privées. Alors, il y a aussi le décret 504, et le deuxième décret d'application de la loi. Et cette loi-là, en tout cas, porte attribution, composition et fonctionnement du Conseil national des archives. Donc, il y a un Conseil national des archives qui est un organe un peu supérieur qui doit pouvoir regarder le fonctionnement des archives. C'est composé de plusieurs ministères, en tout cas, et non des moindres, et qui doit se réunir régulièrement pour pouvoir regarder la gestion des archives du Burkina Faso. Et il y a aussi la loi 505 qui régit donc le fonctionnement des archives nationales, qui est la structure tutelle, la structure mère technique et de toutes les structures de gestion des archives au Burkina Faso, même les privés. Alors, il y a aussi la loi 051, c'est une loi qui est très, très, très bien, mais qui n'a pas de décret d'application pour le moment, bien qu'elle ait été votée depuis 2015 sous la transition. Cette loi, c'est la loi portant droit d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Vous voyez, quand vous lisez la loi, elle est très importante et on va voir un peu dans le contenu et ce que ça dit. Alors, mais cette loi dit par exemple qu'il faut créer une agence qui va donc permettre l'accès aux documents ou bien refuser l'accès aux documents. Cette agence n'a jamais été créée, aucun décret d'application n'a été pris pour le moment. Et vous comprenez bien que, en tout cas, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Il y a aussi la loi 25, qui est le code pénal. Vous voyez, le code pénal parle aussi des archives. Il est dit dans certains articles
beaucoup d'articles d'ailleurs, que celui qui vole les archives, celui qui détruit les archives, alors celui qui brise par exemple les bris où sont gardés les documents, voilà, vous devez faire tant d'années de prison, vous devez payer tant de francs en termes de pénalité. Il y a aussi la loi 081 et que nous avons citée, qui régit donc la vie des fonctionnaires, puisqu'il est dit dans cette loi, les fonctionnaires ne peuvent pas mettre les documents comme ça s'ils n'est pas autorisé à la disposition d'une tierce personne comme ça. Voilà. Donc, il y a cette loi aussi qui est là, que les GRAS utilisent abondamment parce que ça dit, et en tout cas, comment donc le fonctionnaire doit se préparer, se comporter, comment on doit les recruter, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a aussi la loi 021 portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, et en tout cas abondamment expliqué souvent par la Commission des libertés individuelles. Alors, maintenant, voilà quelques textes que nous avons cités. Sinon, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de textes qui sont là. Et de petits textes qui sont là. Il y a une circulaire qui a été même prise en janvier 2024 par le Premier ministre Tambela et qui dit aux gens, voilà comment est-ce que vous devez élaborer vos outils de gestion et pour pouvoir gérer les archives dans vos administrations, que ce soit le public et que ce soit le privé. Alors, ça, c'est quelques textes que nous avons cités, je l'ai dit, on va aller très vite. Il y a aussi des institutions qui encadrent la gestion des archives au Burkina Faso. La première des institutions, c'est les archives nationales, qui ont été créées depuis 1970 et qui ont changé, qui avaient pour nom Centre national des archives, mais avec la nouvelle loi, c'est devenu donc les archives nationales. Il y a aussi les départements ministériels, les institutions à travers les directions des archives de documentation qui ont le droit de regard sur la gestion des archives dans notre pays. Il y a aussi les écoles de formation et les universités. On a l'ICID, Institut supérieur et Institut des sciences et techniques d'information documentaire, l'ENAM, il y a l'Université Norbert Zongo, et en tout cas qui forment les archivistes et qui ont un droit de regard aussi sur la gestion des archives. Il y a aussi les cabinets privés de gestion des archives qui sont là et qui font un excellent travail aussi parce qu'ils viennent en appoint aux structures privées et qui ne peuvent pas, à elles seules qui ne peuvent pas. Et ces cabinets privés-là font un excellent travail et pour pouvoir venir donc à bout des difficultés donc connaissent les archives dans notre pays. Les associations aussi sont nées. Elles sont les bienvenues. Elles font un travail remarquable aussi sur le terrain. Il y a l'ABGID qui a été créé depuis 1905. Il y a AEICID qui a été créé en 2010. Et CEDA à l'ENAM en 2012. AGID créé à l'Université de Kourougou en 2015, 2016. Il y a l'UNABF qui est très active, créé en 2016. Il y a les SINASIB aussi qui est le syndicat, et créé le 2 mars 1919. Et 2019, toutes ces structures-là viennent aider donc à la gestion donc, des archives. Donc, nous avons vu en quelques minutes l'environnement juridique qui entoure la gestion des archives et ensuite l'environnement institutionnel donc, qui entoure les archives. Alors, donc, une fois que tout ça c'est connu, et nous allons donc appeler les uns et les autres à conserver les archives, à les garder. Parce qu'on sait maintenant les archives, c'est quoi? On sait pourquoi elles sont importantes. Et maintenant, donc, il faut les conserver maintenant. C'est pourquoi nous allons aborder une autre partie qui est la conservation et le classement. Alors, donc, on va se poser la question, pourquoi conserver? On conserve parce que c'est important. On conserve parce que c'est de l'information. On conserve parce qu'on en aura besoin demain. Votre diplôme de bac, de licence, de maîtrise, de doctorat, vous n'allez pas, parce que vous avez passé un concours, vous avez eu, vous allez jeter ce diplôme. Non. Là, vous avez besoin de ça pendant toute votre carrière, pendant toute votre vie. Votre permis de conduire, vous aurez besoin de ça parce que vous avez eu, vous faites une copie, vous jetez. Non. Alors, mais en réalité, on conserve parce que c'est important. Nous sommes là, les archivistes sont là pour ça. C'est important, c'est de l'information importante, c'est des documents, c'est un patrimoine qu'il faut conserver. Alors, nous répondons donc ainsi à cette question. La deuxième question, que doit-on conserver? Alors, on ne conserve pas tout. Ce sont des documents très importants qu'on conserve. Et quand on regarde le document personnel à la maison, il y a le carnet de baptême, l'extrait de naissance,
il y a le diplôme, il y a la maison. Tous ces documents-là sont des documents très importants. Par rapport, par exemple, à une petite reçue que vous avez reçue, et qui sont les gens qui sont venus enlever la saleté et la poubelle là, ce reçu-là, par exemple, n'est pas important par rapport à ce que je viens de citer. Et ce reçu-là, au bout de 2 ans, ou une année, ou 1 mois, vous pouvez le jeter. Mais votre diplôme, voilà, vous devez le garder. C'est pourquoi il faut faire la catégorisation entre les documents à conserver et les documents à ne pas conserver. Quand on prend, par exemple, les cas d'une entreprise, il y a les documents qui ont fondé l'entreprise. Vous avez, par exemple, les statuts et règlements intérieurs de l'entreprise. Vous avez, par exemple, comment on appelle ça, le document de numéro IFU, et comment on appelle les documents de BNC, en tout cas, et tous les documents qui vous ont permis, SSM, tout ça, qui vous ont permis donc de créer. Vous pouvez garder. Quand vous prenez le public, tout ce qui est décret, tout ce qui est loi, tout ce qui est arrêté, tout ce qui est, comment on appelle, dossier de planification, les plans, les projets, comment on appelle, les programmes, voilà des documents qu'on va jeter. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut garder et que doit-on conserver. Donc, nous répondons à nos questions et que ce n'est pas tout qu'il faut garder. Il faut conserver ce qui est important et en tout cas, minimiser en tout cas un peu à conserver. Si vous avez les dossiers, il faut organiser ces dossiers-là à l'intérieur même d'eux-mêmes d'abord. Ensuite, organiser le matériel qui va servir donc à la conservation. Par exemple, c'est des sous-chemises, il faut les organiser. Si vous allez mettre dans une armoire, il faut classer l'armoire pour pouvoir mettre. Donc, on classe l'information et on classe aussi le document qui va servir à classer l'information. Si je prends par exemple le cas de beaucoup de pièces que vous avez, de dossiers que vous avez, vous allez classer le dossier, vous allez entretenir le dossier, classer. Ensuite, classer les sous-chemises dans lesquelles vous avez mis et les documents. Ensuite, vous allez chercher des cartables et peut-être l'armoire ou bien le rayonnage, vous allez classer comme ça. Donc, on classe l'information et on classe aussi le matériel qui sert donc à classer l'information. Alors, et nous classons, nous conservons, mais pour les cas, par exemple, de l'administration publique, il y a, même privé, il y a ce qu'on appelle les délais de conservation. On conserve, mais il y a des délais qu'il faut conserver et qu'il faut observer. Et il y a les délais aussi qu'il faut observer par rapport à la communicabilité des documents. Donc, par rapport au délai de conservation, il faut dire quoi? Et il s'agit du temps de conservation des documents dans les archives, comme la loi le prévoit. Donc, j'ai parlé de la circulaire du Premier ministre Tambela, qui dit de faire les outils de gestion. Parmi les outils de gestion, il y a ce qu'on appelle le tableau de gestion. Le tableau de gestion permet donc de dire pendant combien de temps il faut conserver un document. Peut-être Sané l'a déjà produit à votre niveau. Et pendant combien de temps ce document ne va plus être conservé. Donc, il y a un tableau qui est là et le Premier ministre a dit qu'il faut faire ça forcément, il faut harmoniser parce que chacun allait dans tous les sens. Le Premier ministre a pris une circulaire pour dire qu'il faut effectivement, voilà un modèle, c'est de cette façon-là qu'il faut faire et pour pouvoir conserver les archives. Alors, comme on le dit par exemple, au niveau du délai de conservation, les délais de carrière des agents en vue de préserver leurs droits sont en conservation à date de naissance avant d'être communiqués. Ça, c'est au niveau de la communicabilité. Alors, et maintenant, la communicabilité, proprement dit, c'est quoi? C'est le temps après lequel on est autorisé à communiquer un document à une tierce personne au particulier. Cela concerne une catégorie de documents contenant des informations sensibles de votre administration, de votre entreprise, pouvant donc porter atteinte à la sûreté de l'État, à la vie des citoyens, à la vie même de l'entreprise. Si vous sortez des informations importantes de votre entreprise, vous partez les mettre sur la place du public, les gens vont s'en servir pour pouvoir créer des problèmes à votre entreprise. C'est pourquoi il y a des délais de communicabilité qu'on fixe donc pour les documents très importants. Si ces documents-là, si ça n'a pas fait 10 ans, 20 ans, on peut les communiquer à une autre personne. Et nous allons voir un peu plus bas. Et pour l'administration publique, c'est clair, et la loi 051 a fixé des délais qu'il faut respecter parce que c'est très important la communicabilité des documents. Alors, dans la loi 051 dit que, alors, tous les documents informatiques, les données informatiques ou fichiers relevant de la défense nationale, la sûreté de l'État, la politique extérieure sont communiqués selon les délais suivants.
50 ans après, c'est classé très secret défense. Alors, tous les documents qui sont classés très secret défense, si ce n'est pas 50 ans après, on ne peut pas les classer. Par exemple, quand on prend le cas des armes nucléaires, les boutons nucléaires, par exemple, c'est vrai que ces boutons, peut-être on peut les changer à un moment donné, mais les documents donc, qui ont trait à ça, ils sont déclassés à un moment donné. Et les journalistes ne peuvent pas avoir accès à ça. Les élèves ne peuvent pas avoir, les chercheurs ne peuvent pas avoir accès à ça, c'est pas 50 ans. Alors, la loi dit encore que les documents qui sont classés secret défense, il faut 40 ans après pour pouvoir souligner. Alors, les forces de défense ont une opération à mener. En tout cas, les documents sont là. On ne peut pas mettre ces documents-là à la portée de tout le monde. Alors, 30 ans après, c'est classé confidentiel de défense. Quand nous prenons, par exemple, le cas du ministère des Affaires étrangères, des notes diplomatiques, des rapports entre les ambassadeurs, entre les ambassades, voilà, ce sont ces dossiers-là qui sont classés confidentiels de défense et c'est les décrets les moindres et on ne peut pas tout de suite communiquer ça à quelqu'un. Donc, voilà les délais de communicabilité sont très, très, très importants au niveau donc des dossiers. Et la loi ne dit pas clairement quel type de document, mais c'est une catégorie de documents qu'on vous donne. Tout document que vous avez sous la main et qui peut être classé très secret défense, il faut faire attention. Qui peut être classé secret défense, il faut faire attention. Qui peut être classé confidentiel défense, il faut faire attention. Et surtout, les documents pourront porter atteinte à la vie privée, les cas de maladie, les dossiers médicaux, il ne faut jamais publier ça à quelqu'un parce que vous allez tomber sous le coup de la loi. Et quand on va voir un peu plus bas, il y a des sanctions qui sont là, qui sont prévues pour ceux qui s'amusent avec les archives et qui pensent que c'est des archives, il faut les malmener comme on veut parce que ça ne sert pas. La loi a prévu, le code pénal a prévu. Alors donc, il faut qu'on fasse attention. Alors, donc, c'est pourquoi la loi dit l'accès aux archives est libre sauf dispositions législatives et réglementaires contraires. Donc, on peut aller aux archives nationales demander à consulter les archives, mais si les archives nationales trouvent que ces archives-là peuvent porter atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité de l'État, à la vie privée des individus, les archives nationales vont refuser de communiquer. Vous venez chez moi ici, vous dites que vous voulez des archives sur l'urbanisme. Je remarque que ces archives-là, c'est des problèmes. Et si sur lesquels les gens, en tout cas, que les gens convoitent, je vois que c'est des problèmes, je ne peux pas vous donner les archives. Voilà, donc c'est pourquoi on dit l'accès aux archives est libre, sauf dispositions législatives et réglementaires contraires. S'il y a des textes internes qui interdisent, présenter ces textes-là, même si l'étudiant vient dire que lui, il a droit, parce que la loi du 51 dit qu'il a droit aux archives, mais ce n'est pas à tous les coups. Les dossiers portant, par exemple, et qui sont relatifs à la vie privée des individus, moi, je ne vais pas remettre ça à quelqu'un, qui vont toucher à la sûreté, à la défense de l'État, aux affaires étrangères, aux relations bilatérales entre les États, je ne vais pas donner ces archives-là. Je suis archiviste dans ces lieux-là. Alors, donc, et on a fixé donc un certain nombre de délais. Voilà, vous voyez par exemple à l'écran, il y a le délai de 125 ans à compter de la date de l'acte pour les minutes notariales, les registres d'enregistrement et d'état civil. Voilà, c'est bon. Donc, tout ce qui est à faire au niveau des notaires, et les enregistrements au niveau de l'état civil de la mairie, on ne peut pas communiquer les dossiers là comme ça, un étudiant, un chercheur, si ce n'est pas 120 ans, 35 ans après. Alors, il s'agit aussi, dans ce cas-là, des documents à caractère médical. Vous voyez, par exemple, les dossiers de Michael Jackson, on dit la dose, et la loi n'autorise pas qu'on jette comme ça ces archives-là sur la place publique pour que les gens puissent se souvenir. Ça sert à pas d'être décédé il y a un peu longtemps, mais si vous avez vu quelqu'un qui tient ces documents-là, voilà, qui est relatif à la santé, faites très attention. On pense que 125 ans et 30 ans à l'entreprise, les dossiers vont rester. Alors, si vous finissez les 30 ans, les dossiers vont rester encore 30 ans. Après, ils vont aller donc aux archives nationales. Mais si ce n'est pas 100 ans après votre naissance, donc on ne peut pas communiquer ces archives à quelqu'un. Alors, 50 ans, et donc, à compter de la date de recensement, les enquêtes de recensement qui se font là, il y a des informations dedans, on ne donne pas.
peut dire, par exemple, Ouagadougou a tel nombre de personnes, les femmes sont tel pourcentage, les hommes sont tel pourcentage. Mais quand on vient à la maison, là, on demande beaucoup d'informations. Mais est-ce qu'on voit donc des informations là dans les papiers? Au journal, non, on ne donne pas. Alors, 20 ans compte la date de clôture pour les dossiers d'instruction judiciaire. Lorsque l'État est impliqué, non, je dis l'État, lorsqu'un dossier est clos, alors est jugé, 20 ans après, la loi, par exemple, le dossier Thomas Sankara, par exemple, et peut-être 20 ans après, on peut mettre ça à la disposition des gens pour qu'on puisse regarder. Et 70 ans compte la date de l'acte pour les documents mettant en cause la sûreté de l'État. Lorsque l'État est impliqué dans une affaire, on estime que la loi dit que 70 ans après, on ne peut pas lever le pied sur ces dossiers-là pour que les gens puissent, les journalistes, les chercheurs puissent fouiller les détails. Voilà, donc voilà un certain nombre de délais qu'on donne par rapport à la conservation et la communicabilité des documents d'archives. Vous voyez que c'est très important. Alors, en entreprise, le secret professionnel est un facteur très important dont il ne faut pas perdre de vue. Cela est valable pour tout agent. Alors, en cas de manquement, les textes relatifs aux divulgations sont susceptibles de les frapper. Donc, si vous êtes en entreprise, vous êtes soumis donc à un secret comment on appelle ça, une obligation de réserve. Parce que si vous avez l'art de parler, de dire les choses, en tout cas, ils vont porter atteinte à la vie de votre entreprise, c'est pas bien, le patron ne sera pas d'accord. Alors, et toute personne qui volontairement, et ça, c'est les sanctions qui vont venir après, si vous ne faites pas attention, toute personne qui volontairement procède à la sortie sans autorisation du territoire national ou à l'aliénation des documents d'archives est punie donc de 6 mois à 2 ans avec une amende de 500 000 à 2 500 000. Alors, si vous sortez avec les archives, même si c'est des archives privées, si l'État trouve que c'est important, l'État va les prendre. Alors, toute personne qui volontairement altère d'une manière quelconque, autrement que dans les conditions prévues par les textes en vigueur, les documents d'archives publiques ou privés, confiés en dépôt est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans, avec une amende allant de 5 millions à 10 millions de francs CFA. Détruisez les archives expressément. Ouais, je l'ai dit, les gens pensent que c'est du jeu. Comme nous sommes en train d'évoluer, les yeux des gens sont en train de s'ouvrir. Alors, celui qui s'amuse avec ça, on va les essayer en justice. Voilà. Et quand nous, en tant qu'archivistes, nous allons prêter serment à la justice, nous sommes contents, nous piaillons, et les juges nous disent, bon, vous êtes là, vous riez, vous êtes contents parce que vous prêtez serment aujourd'hui. Mais le jour où il y a un problème là, nous, on ne va pas, on va lire les textes. Hein. Voilà, donc, on va éviter que ces problèmes-là arrivent. Alors, donc, c'est la sanction maximale que je viens de citer. Il y a d'autres petits détails qui sont là. Et par exemple, je disais que si, par exemple, vous avez des archives privées qui sont très importantes sur le plan scientifique, artistique, culturel, même si c'est privé, vous êtes à l'aéroport de Ouagadougou, vous voulez partir aux États-Unis avec ces documents-là. Si la police vous trouve à ces documents, on peut les retirer, ce qu'on appelle les droits de préemption. On retire ces documents-là, on peut même vous foutre en prison parce que c'est des documents importants, il faut souligner. Et quand vous avez des archives privées à vendre aussi, vous devez signaler les archives nationales 1 mois à l'avance et les archives nationales vont regarder et si ces dossiers-là sont importants pour l'État. Soit l'État les paie, soit bon, vous demande de les donner à l'État. Voilà, donc les sanctions sont là. C'est quelques 2 sanctions que j'ai citées, mais il y en a beaucoup, il y a de petites sanctions qui sont là et qui donc qui peuvent en tout cas s'exercer sur les personnes indélicates qui s'amusent avec les archives. Alors donc, ainsi donc prend fin cette deuxième partie et j'avais dit qu'elle ne sera pas longue, mais bon, au regard de ce qui est dans l'intérieur, il fallait un peu développer. Et ça nous permet à la troisième communication et le rôle des acteurs. Alors, ici, nous l'avons intitulé ainsi pour dire aux gens qui sont là quel est le rôle des différents acteurs dans la conservation, dans la préservation des archives. Chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer sa part de choses, sa partition par rapport à la tenue des archives. Et c'est ce que nous avons essayé de faire ici. Et la première personne voit le directeur général. Le président du directeur général, dans un
nous allons parler du ministre. Pour l'État, nous allons parler du... Donc, il va accéder à gérer les archives lui-même, mais qu'il veillera à ce que tous les documents produits ou reçus ne se retrouvent pas pêle-mêle dans les bureaux, que les textes en matière d'archivage et de sécurité des documents soient respectés, que les procédures de gestion des archives existent et qu'elles sont mises en application. Donc, il doit pouvoir regarder un peu, appeler les archivistes, ou descendre même dans les bureaux pour regarder. Voilà, et ici, là, les textes disent ceci, cela. Comment est-ce que ça se comporte à votre niveau? Quels sont les problèmes que vous vivez ici? On ne dit pas que lui-même, il va retoucher les manches. J'avais un ministre ici, quand il m'appelle, lui-même, il retouche ses manches et il gère ses archives. Nous lui disons, nous ne sommes pas de faire, mais lui, il le faisait. Voilà, nous avons eu la chance, nous avons notre dépôt à Ouaga 2000. Nos patrons même nous suivent souvent pour aller regarder les archives. Et c'est ça, le management. C'est ça que nous voulons. C'est ça et qui encourage les archivistes. Donc, pour l'entreprise privée, il y a le président directeur général qui doit s'intéresser aux archives. Alors, et il doit aussi regarder la stratégie de gestion des archives. Est-ce que c'est clair, c'est approuvé par les services? Alors, et cette stratégie doit avoir donc l'appui nécessaire du président directeur général avec la collaboration technique de la direction des services des archives et de la documentation. Voyez? Alors, le service des archives, lorsqu'il est créé, doit être directement rattaché donc, à la direction générale avec un directeur ou un chef de service à sa tête. Après le directeur général, nous avons donc les directeurs centraux et les directeurs techniques. Alors, quel est leur rôle ici? Les directeurs techniques, chacun dans son unité devra vulgariser la stratégie ou politique de gestion des archives et veiller à ce qu'elle soit appliquée par les agents pour la bonne gestion des archives à tous les niveaux du cycle de vie et du document. Donc, voilà le rôle des directeurs centraux. Les secrétaires, qu'est-ce qu'elles doivent faire dans la gestion des archives? Alors, on connaît le rôle important que jouent les secrétaires dans une administration. Vous voyez? Donc, lorsqu'elles favorisent le travail de coordination, d'organisation des services, elles reçoivent en même temps une diversité de documents qui transissent sur leur bureau. On a des dossiers physiques, on a des dossiers virtuels, et on a des téléphones, on a l'Internet, on a la messagerie, on a l'accueil, le dispatching du courrier, arrivé, courrier de départ, frappe ou saisie du courrier de départ, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, voilà une panoplie de documents que ces gens reçoivent, en même temps qu'elles jouent le rôle d'interface entre l'extérieur et l'intérieur. Leur implication dans ce qu'il convient d'appeler un mini-archivage est nécessaire pour que les services puissent fonctionner normalement et à temps. Tout comme les secrétaires, les agents de liaison jouent un rôle important dans l'acheminement, l'expédition et la ventilation des dossiers de l'entreprise. Comme leur nom l'indique, ils assurent la liaison entre les administrations, les différentes administrations, les différents services. Alors, les documents qu'ils transportent souvent sous leurs bras ou dans leur sac sont des documents importants à conserver, à préserver, à garder avec beaucoup de parcimonie jusqu'à destination. Alors, quoi de plus normal que ceux-ci participent donc à une formation sur l'importance des documents administratifs et la transmission de ces mêmes documents d'archives. Donc, ils ont un rôle très important à jouer, les agents de liaison. Et il y a aussi les agents de bureau. Alors, et ce sont ceux ou celles qui veillent à la préparation et à la bonne diffusion des documents administratifs. Étant au cœur donc, de la production documentaire, ils doivent s'impliquer effectivement dans la gestion des documents d'archives, alors nécessaires à la bonne marche du service dans lequel ils sont employés. Et il y a maintenant les services producteurs, c'est-à-dire les différents services qui constituent donc l'entreprise. Ces services-là occupent une place importante dans la gestion des archives. Les services producteurs sont des différentes structures dotées d'une mission, des attributions et des tâches dont l'exécution impose la production d'archives. En effet, étant donc ceux qui créent et reçoivent les documents au quotidien ou de l'exercice de leur activité, donc ils sont en amont de la gestion des archives. Ainsi donc, dès la création des dossiers, ces producteurs-là doivent immédiatement et nécessairement procéder à un classement intelligent dans leur bureau, c'est-à-dire le classement des pièces, des dossiers, avant donc les transferts au niveau des archives. Alors, donc, c'est très important à leur niveau parce que nous voyons aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, nous, les archivistes, quand les gens produisent les archives, un mois après, ils ne retrouvent pas ces dossiers. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui n'est pas fait. Après,
Ils n'ont pas appris les archives et dès que c'est produit, faire avec ils jettent. Alors que nous disons, nous ne jetons pas les archives et c'est pourquoi nous avons parlé un peu plus haut donc de la conservation et qu'est-ce qu'il faut conserver et qu'est-ce qu'il ne faut pas conserver. On conserve parce que c'est important. Si dans les services producteurs, dès que vous avez fini d'utiliser un document, vous jetez. Demain, un mois après, on revient, vous demande les mêmes documents que vous avez produits, vous n'arrivez pas à retrouver. Alors donc, voilà, en quelque sorte, et ce que j'allais dire par rapport au rôle des acteurs. Et pour terminer, donc, je vais jeter un coup d'œil sur ce que j'avais dit précédemment, c'est-à-dire la mise en place d'un système d'archivage. Je sais que Fidali doit avoir ce système-là, qui va de la façon suivante. L'archiviste va faire l'état de lieu des archives pour voir quel type d'archives sont produites au niveau de l'entreprise. Ensuite, elle va rédiger les utilisations des archives. L'utilisation des archives, ça principe pour qu'on a plein des archives, bordereaux qui sont là, aussi le manuel de procédure des archives, donc il faut produire. Alors, maintenant, il faut le garder. Alors donc, il va s'occuper maintenant du traitement et des archives, soit de façon alors donc pour pouvoir l'entreprise de fonctionner. Que ce soit le traitement physique, le traitement numérique, disons que pour ces deux cas, c'est important au capitaux. Un projet doit être rédigé dans ce sens. Et Fidali doit mobiliser les moyens financiers et matériels pour ce cas. Je mets l'accent sur ça parce que c'est le nom qu'on m'a donné. Et recruter un cabinet pour le traitement du passif s'il y a beaucoup de documents. Aider l'archiviste à prendre contact avec un cabinet. On vient tout traiter. Et tout est traité. Et la suite, maintenant, c'est l'archiviste qui gère ça. Voilà ce que je voulais dire. Et je vous remercie pour votre attention. J'ai été un peu... Le sujet est passionnant. Et au niveau des archives, même si c'est en 4 lignes, moi, je peux parler de ça pendant 2 heures, 3 heures de temps. Voilà. Merci, M. Souavou, pour votre belle présentation. Merci, merci. Et je vais essayer de faire un petit résumé sur ce que vous avez dit. En première position, vous avez précisé qu'un document d'archive peut être de toute forme et de tout support. Également, il y a la théorie des 3 âges qui précise que les archives peuvent être courantes, intermédiaires et définitives. Vous avez également mis en lumière l'importance des archives qui montre que les archives ont une nécessité d'efficacité administrative. Bien gérer les archives facilite les prises de décision et améliore les méthodes de travail. Il y a également les 3 fonctions en archivage: la fonction de gestion, la fonction probatoire et la fonction de numérisation. Exact. Au niveau de l'environnement juridique, il y a les textes législatifs et réglementaires qui proposent comment gérer les archives dans la législation. Au niveau de la conservation, il faut respecter les délais légaux de conservation et respecter également les délais de communicabilité des documents d'archives. Et pour finir, il y a aussi le rôle des différents acteurs dans la gestion des archives. Les différents acteurs impliqués dans ce processus, tels que les archivistes, les premiers responsables et les utilisateurs finaux,
ont été présentés, chacun ayant des responsabilités spécifiques pour garantir une gestion efficace des archives. Les bonnes pratiques en matière d'archivage ainsi que les outils et technologies disponibles ont été également abordés pour aider les organisations à optimiser les stratégies d'archivage. Nous allons passer maintenant à la phase questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions sur les points que M. Swabou a abordés et sur d'autres aspects de l'archivage qui vous intéressent. Monsieur Swabou, je vous propose de répondre directement à chaque question posée, si possible. Ok, pas de souci. S'il y a une personne qui désire poser une question, elle peut lever directement sa main et poser la question. Merci. Bonsoir. Merci pour cette brillante présentation. J'ai deux questions. La première, c'est de savoir si il existe un manuel qui sert de guide en fait pour la mise en œuvre de l'archivage. Et la deuxième question, c'est de savoir avec maintenant les nouvelles technologies, par exemple l'IA, comment est-ce que vous avez déjà pensé à comment utiliser ces nouvelles technologies-là pour optimiser davantage l'archivage? Voilà, merci bien. Ok, merci bien. Je peux aller? Modérateur, je peux aller? Oui, allez-y. Ok, vraiment merci. Et deux questions très pertinentes. Bon, manuel de gestion des archives. En fait, la loi 053 là, et le décret 503, je vais dire, le décret 503 donne quand même un cheminement par rapport à la gestion des archives. Et comme je l'ai dit dans la communication, ce décret-là porte sur la gestion publique et des archives privées. Voilà. Ce décret dit qu'il faut élaborer un tableau de gestion, il faut le faire valider, il faut le réviser de temps en temps. Et il dit aussi de la façon dont il faut détruire les archives, la façon dont il faut transférer les archives, la façon dont il faut trier les archives. Ça, c'est le décret de façon générale. Mais de façon spécifique, chaque structure propose à son niveau un manuel de gestion des archives qui dit que, voilà, à notre niveau, nous voulons que nos archives là soient gérées de cette façon. Nous voulons que lorsque les gens veulent transférer les archives, qu'ils fassent ceci, qu'ils fassent cela. Lorsque les gens veulent détruire les archives, qu'ils fassent recours donc aux archivistes. Lorsque les gens veulent, par exemple, préserver leurs archives pendant la saison des pluies, voilà la conduite à tenir. Ça, c'est de façon sectorielle. Au niveau des services, chaque structure propose ce qu'on appelle un manuel de gestion des archives. Maintenant, au niveau du deuxième point, l'IA, au niveau des archives, les archivistes, il faut qu'on s'y mette, hein, parce que c'est des choses incontournables aujourd'hui. Alors, si vous vous rappelez, pendant la 29e édition du FESPACO, le Conseil supérieur de la communication a réuni des experts pour parler donc de, comment on appelle ça? C'est le trafic ou bien c'est le tripatouillage des contenus audiovisuels à travers le net. Ils ont parlé de ça, ils ont discuté autour de ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les IA sont là. C'est des données incontournables dont il faut prendre compte. Il ne faut pas les rejeter.
Mais il faut travailler à ce qu'elles ne détruisent pas un certain nombre de choses. Parce qu'on estime qu'avec l'IA, on peut prendre un document d'archive et puis le transformer autrement. Ce qui n'est pas vrai, et le transformer en document vrai. Et un document qui est vrai, on le transforme en document faux. Et on a vu plusieurs cas. Alors, je pense que plutôt que d'avoir peur de ça, de l'IA, il faut que nous, les archivistes, on s'y mette. Alors, pour préserver les documents que nous gérons, et même pour préserver nos emplois. Mais moi, j'ai un souci particulier par rapport à l'IA. J'étais en train de rédiger un article que j'allais publier, mais je ne l'ai pas encore terminé. C'est intitulé et avec l'IA, nous sommes sauvés, nous sommes foutus. Nous sommes sauvés parce que tout ce que vous voulez aujourd'hui, que ce soit un discours, posez par exemple une question sur les archives, l'IA va vous répondre de bout en bout. Ça ne vous permet même plus de masturber votre intelligence, de fouiller votre intelligence pour trouver un certain nombre de choses. Il faut copier, il faut écouter, il faut copier. Donc, par rapport à ça, et on est sauvé parce que ça aide beaucoup. Mais on est foutu aussi parce que, et si je prends par exemple les cas universitaires, il faut qu'on fasse attention aujourd'hui parce qu'on va avoir de plus en plus affaire à des mémoires, affaire à des thèses, à des rapports qui sont totalement de l'IA. Et vont rentrer dans l'IA, ils vont transformer, ils vont copier, ils vont venir plaquer. Et la production intellectuelle personnelle même va disparaître en quelque sorte si on y prend garde. Alors donc, pour terminer, c'est dire que nous, les archivistes, on doit faire attention à ça. On doit apprendre beaucoup de choses sur ça. Et lorsqu'il y a des formations en matière de l'IA, spécifiquement dans notre domaine, on doit s'y intéresser. Et moi, en premier lieu, je suis intéressé. S'il y a une formation dans ce sens-là et que vous êtes au courant, informez-moi pour que je puisse m'y mettre et comprendre davantage et les liens qu'on peut mettre entre l'intelligence artificielle et puis la gestion des archives. Merci. Monsieur Ouedraogo Justin, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Swabo, pour votre présentation. Ça a été une très belle présentation et ça m'a suscité quelques questions. Maintenant, moi, ma question est la suivante. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une transition complète d'un archivage papier vers un archivage numérique? Et j'aimerais savoir s'il y a une situation particulière où l'archivage hybride est préféré par rapport à un archivage soit complètement papier ou soit complètement numérique. Merci beaucoup. Alors, M. Ouedraogo Justin, merci bien pour la question. Avantage, est-ce qu'il y en a de la migration du papier vers le numérique? Nous, les archivistes, nous en savons quelque chose. Hein. Alors, donc, aujourd'hui, par exemple, quand vous rentrez dans toutes les administrations, toutes les unités d'archivage au niveau des ministères, vous avez ce qu'on appelle le service de la numérisation. Alors, nous numérisons pourquoi? Pour faciliter l'accès à l'information. Je vous donne notre cas, par exemple, précisément. Nous avons notre dépôt d'archives à Ouaga 2000. Si on vient nous demander, par exemple, un décret sur l'urbanisme de 2010, alors, nous sommes obligés de prendre un véhicule, ce qui n'est pas facile parce que les chauffeurs ne sont pas là, les véhicules ne sont pas disponibles, pour aller à Ouaga 2000, pour chercher, fouiller pendant peut-être 3 heures de temps pour trouver le document. Alors que si le document est numérisé au ministère ici, alors nous envoyons directement par WhatsApp à la personne ou bien dans sa boîte mail. Donc l'avantage, c'est ça. Ça facilite l'accès à l'information, ça fluidifie l'accès à l'information, ça préserve l'information parce que vous savez bien, le papier, si l'eau coule tout de suite, ça peut détruire, mais avec le numérique, nous arrivons à le préserver sur des disques durs
et ça reste sur la mémoire de choses, comme on appelle ça, de l'ordinateur. Donc, les avantages, c'est ça. Et la communicabilité devient très facile. Quelqu'un qui est à Paris, gestion numérique, il envoie rapidement, en un temps record, il a accès à ça. Donc, c'est pourquoi, quand vous prenez par exemple le décret portant organisation des services des archives dans les ministères, vous avez incontournablement donc ce qu'on appelle les services de numérisation. Par exemple, chez nous, à notre niveau, tout ce qui est texte officiel, c'est-à-dire les lois, les décrets, tout ce qui est texte lié donc au dossier de planification, viabilisation, urbanisation et l'habitat, nous les numérisons et nous les avons ici. Et dès que le patron demande, le ministre demande, le RG demande, un agent demande, nous mettons donc rapidement sur le que nous envoyons. Voilà les avantages que nous avons ici. Alors donc, la préférence maintenant, c'est quoi? Nous ne préférons pas l'un à l'autre. Nous, les archivistes, nous conseillons de garder les papiers et de garder aussi le numérique. Alors, étant donné que ce n'est pas tout qu'on numérise, ce qu'on numérise là, c'est que c'est important. On va garder la version papier, on va garder la version numérique aussi. Nous n'avons pas de préférence en tant que telle. Mais le conseil que nous donnons aux gens en tant que gestionnaires d'informations documentaires, c'est de ne pas se débarrasser de ces documents physiques. Puisque vous avez choisi un certain nombre de documents qui sont importants, vous avez décidé de les numériser. Donc, si vous les numérisez, c'est que c'est important. La version physique aussi, il faut les garder. Voilà. Donc, nous n'avons pas de préférence en tant que telle, bien que, mais quoique, effectivement, la version numérique aujourd'hui facilite évidemment notre travail. Merci, M. Justin. Monsieur Balma. Bonsoir à tous. Et bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. Ah, d'accord, merci pour la présentation. C'est déjà un plaisir de vous écouter, Monsieur Swabou. C'est une belle présentation. Moi, je salue vraiment l'initiative. Merci, merci. Et voilà. Et moi, je suis à la phase de la mise en place d'une politique de gestion des archives et au niveau du Conseil régional des Hauts-Bassins, qui est une collectivité territoriale. Vraiment, c'est ce qui m'agace dans les deux temps-là. Ça fait presque 3 mois que je suis en train de lutter. Et j'ai créé 2 projets. Le premier projet, c'est vraiment appliquer les 2 outils de gestion, là, le tableau de classement et le cadre de classement et le cadre de classement des archives du Conseil régional des Hauts-Bassins. Et il y a une mission qui se prépare pour se rendre à Ouaga pour valider ces deux outils-là. Maintenant, moi, ma question, j'avais une question concernant l'élaboration et la mise en œuvre de politiques d'archivage. C'était vraiment, et moi, je voulais savoir si est-ce qu'il existe des modèles de référentiels qui est adaptés aux collectivités territoriales que nous pouvons utiliser comme base de structure pour notre propre politique. Ça, c'était ma première question. Des modèles de référentiels, quoi, qu'on pouvait s'appuyer et qui est adapté aux collectivités territoriales. Et la deuxième question, c'était concernant la dématérialisation et la gestion numérique des archives. Moi, je voulais savoir s'il y avait des critères essentiels pour choisir un logiciel de gestion des archives. Parce que quand j'ai écrit le projet sur la numérisation et la dématérialisation des archives de conseil, j'ai proposé un logiciel que moi-même j'ai utilisé auparavant. Mais c'est un logiciel payant. Et ça, je connais le prix, c'est DataGED, ça coûte 5 millions. J'ai écrit, ils ont mis ça dans leur budget. Je ne sais pas si ça va passer ou pas. Maintenant, je voulais savoir s'il y avait un logiciel qui était adapté vraiment pour la gestion des archives des collectivités territoriales. C'était la deuxième question. Merci. Ok. C'est monsieur? Monsieur Balma Salif.
Voilà, M. Balma. Voilà, M. Balma, merci Oui. pour la question. Mhm. Voilà, vous êtes au conseil régional de Haut-Bassin. Oui, effectivement. Alors, et vous demandez s'il y a un modèle de référentiel adapté donc aux collectivités territoriales. Alors, la rédaction donc des textes relatifs à la gestion des archives au Burkina Faso est embryonnaire. Hein. Alors, à part la loi sur les archives, les décrets d'application, il y a 3 décrets d'application, et donc la loi 051 portant droit d'accès aux documents publics et à l'information, il n'existe pas de document et en tant que tel, de façon spécifique, comme ce qui se passe en France, relativement donc à chaque domaine précis. En France, par exemple, vous allez avoir des archives et des documents qui vous disent comment il faut gérer les archives des municipalités. Vous voyez, des archives préfectorales, des archives provinciales, ainsi de suite. Mais ici, il n'y en a pas. Et les documents de référence que nous avons, c'est effectivement la loi et c'est donc les décrets d'application, surtout le décret 503. Alors, ce que j'allais vous conseiller, si par exemple, au niveau des outils de gestion, le cadre de classement, puis le cadre de classement, la loi n'a pas parlé de cadre de classement, les décrets n'ont pas parlé de classe de classement. Et on le dit souvent, il n'y a pas de bon classement dans l'absolu. Le classement est bon lorsque le manager retrouve les dossiers en l'absence donc de sa secrétaire. Donc, il n'y a pas de bon classement dans l'absolu. C'est pourquoi la latitude est donnée à chaque service, à chaque structure, d'élaborer son cadre de classement. Donc, vous faites votre cadre de classement et vous soumettez à une instance qui va jeter un coup d'œil et qui va l'approuver pour vous. Maintenant, le tableau de gestion est là. Ça, il y a un modèle qui a été proposé par le Premier ministre et tout le monde doit l'appliquer. Et ça aussi, ça va dépendre donc des types de documents que vous produisez ou vous recevez donc au niveau de votre archive et votre structure. Si vous les énumérez et vous les mettez dans les tableaux, et là aussi, vous l'avez dit, vous êtes en train de venir par tableau pour les valider. Donc, il faut un œil vers surtout les archives nationales qui vont jeter un coup d'œil là-dessus et qui vont vous aider donc à valider. Sinon, un référentiel en tant que tel sur les archives des municipalités, je ne vois pas. Mais cependant, je me rappelle à l'époque, avant 2014, avant que l'Assemblée nationale le brûle, moi j'ai assisté à une rencontre, en tout cas relativement donc à la gestion des archives des municipalités. Et la rencontre était animée par 2 Françaises qui étaient venues de la France. Alors, je me dis, si j'arrive à retrouver ce document-là, je vais mettre ça à votre disposition. Vous allez jeter un coup d'œil, regarder. Mais pour le cas de Burkina Faso, comme je l'ai dit, la rédaction des textes est embryonnaire. Peut-être on va tendre vers là. Voilà. Moi, par exemple, à mon niveau ici, nous sommes en train de faire aussi un texte par rapport à l'urbanisme, à la construction et à l'architecture. Donc, il faut que de façon sectorielle, nous proposons des textes donc, pour que, et en tout cas, tout puisse aller au niveau de la gestion des archives. Alors, par rapport au logiciel, vous avez proposé un logiciel qui coûte 5 millions. Bon, les entreprises, nos administrations, vous savez ce qu'elles sont. Elles parlent tout le temps du problème d'argent, problème de moyens. Alors, déployer ou bien décaisser 5 millions pour payer les entreprises, pour payer un logiciel de gestion des archives, il y en a qui pensent que c'est de l'argent jeté. Mais on oublie ce que ce logiciel-là va apporter comme plus-value donc à la gestion de l'administration. Alors, un logiciel de préférence, moi, l'année surpassée, j'ai suivi une rencontre sur Griston, qui est un très bon logiciel de gestion des archives. Il y a Coplan aussi qui est là. Alors, ces deux logiciels-là, par exemple, sont gratuits, je pense. Hein. C'est gratuit. Vous pouvez les implémenter à votre niveau. C'est vraiment efficace. Quand j'ai suivi et quand je suis arrivé au service, j'ai voulu donc l'implémenter, mais je n'ai pas eu les moyens. Mais ça ne demandait rien.
Ça demande seulement une formation et celui qui va assurer la formation peut-être pourra venir vous aider à implémenter le logiciel, c'est gratuit. Donc, ces deux choses-là, ces deux logiciels-là sont très bien. Si vous arrivez à les acquérir, ce serait bien. Voilà. Alors, quand vous regardez, les administrations, les logiciels payants, là, ils n'aiment pas ça trop parce que ça demande de l'argent et puis il faut gérer ça après. Souvent, il y a un problème, on dit, bon, il faut appeler ceux qui ont vendu, il faut les contacter, ils viennent encore, c'est de l'argent qu'il faut payer. Et les gens préfèrent donc les logiciels gratuits pour pouvoir gérer leurs archives. Voilà, c'est ce que je pouvais dire, M. Balma. Ok, merci beaucoup pour ces réponses-là. Ce que je n'ai pas retenu, c'est que c'est le deuxième nom du logiciel que vous avez proposé. Vous avez proposé Grimton. Le deuxième nom? Kaplan. Kaplan. Voilà, Kaplan. K et puis P-A-L-A-N. P-L-A-N. D'accord, c'est noté. Si je ne merci force beaucoup. pas le nom. Merci, Ok, merci. Kaplan. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Monsieur Souaou, nous vous disons grandement merci pour votre temps et votre dévouement. Nous vous espérons avoir l'occasion de collaborer à nouveau à l'avenir. Inch'Allah. Merci. Merci. Et je vais ajouter pour dire. Allô? Oui, on vous entend. Voilà, c'est pour vous remercier vraiment de m'avoir associé à cet exercice-là. Et s'il y a des ratés, je m'en excuse. Hein? Mais il faut le dire, ça a été un plaisir pour moi, en tout cas, de partager cette petite communication sur, en tout cas, ce que j'aime le plus, c'est-à-dire la gestion des archives. Je vous remercie. Merci beaucoup, mademoiselle Sani, pour une modération efficace. Merci beaucoup à M. Souabo pour votre partage de connaissances et d'expériences. La séance a été vraiment utile et vos réponses aux questions posées ont été également très claires. Merci beaucoup pour votre temps. On sait qu'on vous a un peu harcelé. Effectivement, c'est comme ça, puisqu'on est toujours constamment à la recherche d'experts pour venir partager leurs connaissances. Voilà, donc on ne vous remerciera pas assez et on espère que d'ici la fin de l'année encore, vous allez revenir pour continuer à partager vos connaissances sur l'archivage. Et merci à tout le monde d'être resté jusqu'à la fin. Merci à tous pour votre intérêt pour les cafés des alliés. Nous vous rappelons que c'est notre 31e webinaire et nous allons avoir notre 32e webinaire la semaine prochaine. Et nous allons partager les informations dans les différents groupes et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Bon week-end à tous et bonne rupture de carême à tous les musulmans. Merci.